Deuxième webinaire organisé par l'équipe de LexisNexis Maroc en partenariat avec Icône Juris, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc, représenté par Souad El Cohen et Radouane Zbata. Je suis Angélique Azi, responsable de la plateforme de recherche juridique en ligne Lexis Maroc et rédactrice en chef de la revue trimestrielle Droit et stratégie des affaires au Maroc. Face à l'ampleur de l'épidémie de Covid-19 aujourd'hui, LexisNexis Maroc et Icône Juris ont souhaité accompagner les professionnels du droit dans cette période d'incertitude juridique. À cette fin, comme je l'avais déjà indiqué jeudi dernier, une plateforme dédiée aux impacts juridiques de cette crise en Afrique du Nord et au Moyen-Orient a été mise en place, dont l'accès est gratuit. Il s'agit du site c19lexismena.com. Nous avons également décidé d'organiser des webinaires permettant de faire le point chaque semaine via des visioconférences en direct avec des experts sur les conséquences de la crise sanitaire dans un domaine particulier du droit. La semaine dernière, Maître Mohamed Oulkouir, notre premier invité, a évoqué les conséquences de la pandémie en droit social et sur les obligations des employeurs. Vous pouvez accéder en replay à ce premier webinaire si vous l'avez manqué. Il est disponible sur la page de notre site internet dédié à la crise du Covid-19, c19lexismena.com. C'est aujourd'hui Maître Nesrine Roudane qui nous fait l'honneur de présenter ce second webinaire consacré à l'impact de l'épidémie de Covid-19 en droit des contrats au Maroc. Maître Roudane est avocate au barreau de Casablanca, membre du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Casablanca, présidente de la commission juridique et fiscale de la CFCIM et associée gérante au sein du cabinet Roudane et Partners Law Firm. Je vous signale qu'un entretien avec Maître Roudane a été publié dans le dernier numéro de l'année 2019 de la revue Droit et stratégie des affaires au Maroc, disponible sur la plateforme Lexis Maroc. À l'issue de la présentation de notre invité, je poserai les questions que vous, participants, aurez pu suggérer tout au long de l'intervention via le chat et notre intervenant prendra le temps d'y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les questions posées afin de témoigner votre intérêt pour la réponse que pourra y apporter notre expert. Pour votre information à tous, ce webinaire est adossé à l'environnement législatif marocain et en conformité au règlement européen sur la protection des données. Je passe donc la parole à Maître Nesrine Roudane. Merci beaucoup, Angélique, pour votre présentation. Merci à LexisNexis et à Icône Conseil pour leur confiance, pour m'avoir donné l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer via le webinaire sur cette question concernant le Covid-19 et le droit des contrats. Merci d'avoir développé des solutions alternatives pour essayer un petit peu de pallier au vide et à la panique qui peut s'instaurer dans ce genre de situation. Merci aussi à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui pour participer à ce webinaire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que malgré le confinement, que le moral est bon. Donc aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative lancée par LexisNexis en partenariat avec Icône Conseil, on va aborder la problématique des contrats commerciaux, notamment à l'aune de la pandémie mondiale du Covid-19. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la deuxième édition. Une première édition a été animée la semaine dernière avec brio par mon confrère Mohamed El-Khouir. Elle a porté sur les questions RH. Il est vrai que dans ce contexte international de pandémie liée au Covid-19, qui, comme vous le savez certainement aujourd'hui, est un syndrome respiratoire aigu. Cette pandémie a été officiellement déclarée par l'Organisation mondiale de la santé. Elle a atteint un certain nombre de pays à travers le monde. Aujourd'hui, minimum de 100 pays, plus de 750 000 cas confirmés et quelques 25 000 décès malheureusement. Cette pandémie malheureusement a touché aussi le territoire marocain. Des mesures d'urgence ont été décrétées à travers le monde. Le Maroc n'y a pas échappé. Et en réponse à cette pandémie, le Maroc a décrété le 24 mars dernier, à travers un décret-loi, l'état d'urgence sanitaire.
Donc, et dans ce contexte-là, des mesures d'urgence ont été annoncées pour essayer de limiter la contamination de la population marocaine en imposant des mesures de distanciation sociale, ainsi des mesures telles que la fermeture des écoles et des universités ont vu le jour, la fermeture de certaines entreprises et le confinement à domicile. Le but de ces mesures-là est de limiter la propagation de la pandémie et éviter de réduire les risques liés à cette pandémie. Cette pandémie, malheureusement, d'un point de vue juridique, a des impacts sérieux sur le déroulement de la relation de travail qui a été abordée la semaine dernière par, comme je l'ai dit, par mon confrère Mohamed El Khouir, mais aussi elle a des conséquences sur l'exécution et l'application des contrats. Les parties ainsi dans une relation contractuelle peuvent faire face à des difficultés. Et cela, je dirais, il est tout à fait normal parce que une situation comme celle que nous vivons aujourd'hui, elle est sans précédent, que les parties dans un contrat étaient loin de l'envisager et que les conséquences que peuvent avoir ce genre de situation sur l'exécution des obligations contractuelles sont loin d'être très visibles et que ça met certaines parties au contrat dans la difficulté d'honorer leurs engagements contractuels. Dans ce contexte-là, comme vous l'avez pu le constater, cela n'est pas propre au Maroc, mais à tous les pays du monde, plusieurs entreprises se sont retrouvées dans des situations de grande difficulté, voire dans l'impossibilité temporaire, voire des fois dans l'impossibilité permanente d'exécuter leurs obligations contractuelles et risquent de ce fait, dans le cadre de l'exécution de leurs obligations contractuelles, de faire face à des pénalités, voire à des sanctions beaucoup plus sévères, notamment la résiliation de leur contrat du fait de la non-exécution de leurs obligations contractuelles. C'est dans ce contexte-là que de nombreuses questions ont vu le jour et qu'il était important d'y apporter des solutions pratiques. Et je peux vous assurer qu'en tant que praticien, de nombreuses questions nous ont été posées ces derniers jours pour essayer de trouver des solutions à ces relations contractuelles pour lesquelles les parties ont été mises en difficulté. Comme la nature des contrats, c'est une nature extrêmement riche, les cas contractuels sont nombreux, il convient de procéder à des analyses en fonction des types de contrats, en fonction des situations. Donc, il convient d'étudier chaque contrat à part pour déterminer les effets de la situation, la nature des obligations réciproques, pour déterminer est-ce que les parties sont en difficulté partielle ou totale, permanente ou temporaire d'exécuter leurs obligations. Bien sûr, vous le devinez bien, cet exercice-là, on ne peut s'y prêter dans le cadre de ce webinaire. Donc, pour essayer de remédier à la situation, j'ai procédé à un effort d'analyse en essayant de regrouper un petit peu les contrats commerciaux en catégories et cela a donné lieu à 4 catégories. Dans cela, je commencerai par les contrats commerciaux que je qualifierais de simples. Il s'agirait de contrats qui ne prévoiraient pas des clauses particulières se référant à des situations de difficulté d'exécution, mais ne contiendraient que des clauses banales, normales, je dirais, qui concerneraient le droit applicable ou la juridiction compétente. Vous comprendrez bien que dans ces situations de crise et de confinement, ce genre de clauses ne sont pas d'une grande utilité, notamment, comme vous le savez, au Maroc, depuis le début de la pandémie, il a été décidé par les autorités gouvernementales de suspendre toutes les procédures, toutes les audiences touchant au fond qui sont systématiquement reportées en dehors des mesures d'urgence. La deuxième catégorie de contrats, je dirais, c'est des contrats standards. Ces contrats, ils prévoient généralement une clause de force majeure et souvent, ils prévoient bien sûr le tribunal compétent et dans certains cas, ils peuvent même prévoir des clauses compromissoires avec le recours à un tribunal arbitral. Ce genre de contrat, je vais vous partager avec vous une confidence que depuis l'avènement de la pandémie et
pour les contrats qu'on a eu l'occasion d'interpréter ou de résilier, je peux vous assurer qu'un regard neuf aujourd'hui est porté sur les clauses de force majeure, que aujourd'hui, que ça soit dans la rédaction de ces clauses, nous faisons preuve de beaucoup plus de vigilance, de prudence, d'ingéniosité aussi pour les rédiger, pour en déterminer le contenu. Mais quand on est amené aussi à les interpréter, ces clauses-là, on les voit sous une nouvelle perspective. Donc, en plus de cette deuxième catégorie de contrats, il existe une troisième catégorie que j'ai librement qualifiée de contrats commerciaux complexes. Cette troisième catégorie de contrat, en plus de la clause de force majeure, de la nomination d'un expert ou du recours à un tribunal arbitral pour trancher les litiges, je dirais ce sont tous les contrats qui envisagent ou qui prévoient une clause concernant les difficultés d'exécution. Donc ces contrats-là, avec cette clause se rattachant aux difficultés d'exécution, fournissent des éléments de réponse pendant cette situation de crise pour essayer d'apporter des solutions. En plus de ces trois catégories de contrats, je dirais il y a la quatrième catégorie que j'ai appelée les contrats risqués. Cette quatrième catégorie de contrats, ce sont les contrats qui sont conclus pendant la pandémie. Il faut savoir que le malheur des uns peut être le bonheur des autres, que pendant cette période de crise, certes, il y a des entreprises qui ferment, mais il y a aussi de nouveaux business qui se développent, qui voient le jour et qui, du coup, nécessitent un cadre contractuel approprié. Donc, pour cette nouvelle catégorie de contrats commerciaux risqués, ils sont conclus en connaissance de cause. Ils sont conclus dans ce contexte-là de pandémie et dans ce cadre-là, on ne peut nier leur existence. Donc, pour résumer, il faut toujours commencer par se référer au contrat, revenir aux stipulations contractuelles, analyser les termes du contrat, vérifier est-ce que des clauses de difficulté d'exécution sont prévues, est-ce que des modes de règlement de différends sont prévus, ce qui peut s'avérer extrêmement utile dans ce genre de situation. Aussi, regarder ce que prévoit la clause de force majeure et quels sont les mécanismes alternatifs qui peuvent être utilisés pour remédier à ce genre de situation. Donc, une fois qu'on est dans une situation de crise et qu'il convient de trouver une solution, il convient de revenir, comme je l'ai dit, au contrat, de revenir à l'essence de l'expression de la volonté des parties, de voir est-ce que ces parties-là sont parvenues, ont été suffisamment prévoyantes en prévoyant les solutions envisageables dans ce genre de situation, ou si c'est pas le cas, est-ce que ces parties-là se sont rapprochées pour essayer de trouver une alternative, pour renégocier les termes du contrat et trouver une solution aux différents ou à la difficulté auxquelles ils font face. Dans ce contexte-là, je dirais soit le contrat prévoit quelque chose, si c'est pas le cas, et malheureusement dans ce genre de situation, c'est souvent le cas, il faudra revenir aux dispositions du droit commun, revenir au code civil, à notre fameux DOC, le Daré Formant Code des obligations et des contrats. Il faut savoir que le droit civil marocain, à l'instar du code civil français, a prévu un certain nombre de mécanismes que je qualifierai un peu plus tard au cours de ce webinaire. Ces mécanismes, c'est une sorte de boîte à outils qui nous permet un petit peu de remédier aux situations de crise, de trouver des solutions vis-à-vis au silence du contrat ou à la difficulté des parties de trouver une solution. Dans ce cadre-là, le législateur marocain, comme j'aime le dire, il s'exprime par des maximes générales. Et je dirais que c'est une approche saine parce que ça garantit une certaine intemporalité du texte et ça permet aux praticiens du droit, le praticien du droit, ça veut dire nous, avocats, juristes, conseils, dans le cadre de la rédaction du contrat, de l'interprétation du contrat, de trouver des solutions, de veiller à la continuité des relations contractuelles, de donner un conseil avisé, mais aussi par praticien du droit, j'entends les magistrats, j'entends aussi les arbitres qui seront tôt ou tard amenés à trancher ce genre de situation et je suis certaine qu'un regard particulier sera porté sur cette situation sans précédent de la pandémie du Covid-19.
Pour revenir à notre discussion, parmi cette boîte à outils qui est prévue par le DOC, par le DAHIR des obligations et des contrats, il y a la notion ou la problématique de l'imprévision. Là, on n'est pas dans l'impossibilité de l'exécution du contrat, mais on est dans une situation où l'exécution du contrat devient plus onéreuse, plus difficile, auquel cas il convient de trouver une solution. Cette impossibilité, on n'est pas dans l'impossibilité d'exécution, on est dans la difficulté, dans la difficulté d'honorer une relation contractuelle qui deviendrait plus honoraire à exécuter ou plus difficile. Cette difficulté, elle peut être temporaire. Elle peut être être interprétée par un retard d'exécution ou permanente, elle peut se manifester par une inexécution. Dans ce cadre-là, il convient de revenir à cette théorie de l'imprévision pour essayer de trouver des solutions pratiques et notamment à la notion de l'autonomie de la volonté pour essayer de trouver une solution. Si c'est ça, si une solution n'est pas envisageable, certains éléments de réponse peuvent être apportés. Et là aussi, en plus de l'article 230 du DOC, j'invoquerai l'article 231 du DOC, où chaque partie à un contrat a l'obligation d'exécuter son engagement contractuel de bonne foi. Donc, il est important et primordial dans le cadre de l'exécution d'une relation contractuelle de faire preuve de vigilance, d'exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi, de ne pas se cacher derrière une parade que consisterait la difficulté d'exécution ou l'impossibilité invoquée d'exécution, parce que cette difficulté ou cette impossibilité, elle sera par la suite interprétée par les juridictions ou par un tribunal arbitral et elle sera interprétée à l'aune des stipulations contractuelles, mais aussi des dispositions légales en la matière. Et la première vérification qui sera faite, est-ce que la partie au contrat, est-ce que le débiteur a tenté d'exécuter sa relation contractuelle et est-ce qu'il l'a fait de bonne foi? Parmi les éléments ou les boîtes à outils, les éléments qui peuvent être utilisés par les parties dans le cadre d'une relation contractuelle, elles peuvent utiliser la notion de l'abus de droit. Une partie qui est dans le contrat, qui est en difficulté pour exécuter son contrat, elle peut soulever l'abus de droit. Cette notion, c'est l'une des notions qui probablement vont être utilisées pour essayer de se dégager d'une relation contractuelle ou échapper au paiement à un dommage en invoquant que l'exécution d'une obligation donnée, elle relevait de l'abus de droit et que le fait de l'exécuter allait occasionner un dommage important à la partie. La parade la plus simple étant la plus utilisée, pas la plus simple, je m'excuse, mais en tout cas la plus souvent invoquée est celle concernant la force majeure et notamment l'article 268. J'y reviendrai un peu plus tard pour voir que la force majeure, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui, ne peut être utilisée à toutes les sauces, ne peut être invoquée systématiquement et qu'il convient d'être extrêmement prudent, extrêmement vigilant dans l'utilisation de cette notion-là de la force majeure. Dans tous les cas d'espèce, ce que je recommande, c'est aux parties de faire preuve de vigilance, d'utiliser leur pouvoir de décision, de communiquer, d'essayer de se rapprocher pour trouver une solution à la situation, de renégocier les termes du contrat, ce que la volonté fait. Elle peut le défaire, elle peut le modifier, mais aussi de ne pas hésiter de recourir à des modes alternatifs de différents. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve devant une situation de crise où le travail normal des juridictions marocaines, malheureusement, a été affecté par cette situation de crise et de pandémie, et du coup d'envisager des modes alternatifs de règlement de différents qui peuvent s'avérer extrêmement utiles
Je citerai non seulement l'arbitrage, qu'il soit institutionnel ou ad hoc, mais je ferai aussi référence à la médiation et notamment à la médiation commerciale. Il faut savoir que c'est l'une des solutions envisageables qui permettent aujourd'hui d'obtenir de bons résultats. Il est important dans une situation de crise sans précédent pour laquelle on n'a aucune référence, qui représente un caractère imprévisible, d'envisager des solutions ingénieuses, to think outside the box, comme on dit si bien, et d'envisager cette notion de médiation commerciale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des centres de médiation envisagent, devant la difficulté de se réunir physiquement, de recourir à une médiation par voie électronique. Donc, en plus de ces situations-là qui peuvent être utilisées pour trouver des solutions, il y a celles qu'on utilise de façon systémique. À chaque fois que je reçois un appel d'un client ou que je tiens une réunion, et qu'on est dans une situation d'une relation contractuelle, peu importe la nature du contrat, on a systématiquement l'une des parties au contrat qui dit non, mais je suis désolé, aujourd'hui, je suis devant un cas de force majeure, je ne peux pas exécuter mon contrat. Il faut savoir aujourd'hui que la tentation elle est extrêmement grande d'invoquer cette notion de force majeure. Mais il faut savoir que la notion de force majeure est une notion soit qu'elle est extrêmement ou strictement prévue par les stipulations d'un contrat, auquel cas il faut d'abord revenir au contrat pour déterminer les contours de la notion de force majeure et pour voir est-ce qu'on s'inscrit dans ce contexte-là de force majeure, mais il faut en face d'une situation de crise où quand le contrat il est silencieux, il convient de revenir aux dispositions du Code civil marocain, notamment du DOC. Et dans ce cas-là, la force majeure, elle est prévue par l'article 268 du DOC et il faut bien déterminer est-ce qu'on s'inscrit dans un contexte de force majeure. D'ici, il faut vérifier qu'on est dans l'impossibilité d'exécuter son obligation. On n'est pas dans l'hypothèse où c'est une exécution temporaire qui va se manifester par un retard, mais qu'on est par exemple dans le cas d'une inexécution permanente. Que cette impossibilité d'exécuter son obligation prévoit d'une cause qui est extérieure et non provoquée par le débiteur. Que le débiteur qu'il n'était pas possible pour le débiteur de prévenir cette impossibilité et qu'il n'en a nullement été la cause. Donc, il convient de prendre en considération ces éléments qu'on résume généralement par le fait que la cause, elle est indépendante, donc extérieure au débiteur, qu'il est irrésistible, qu'il lui était impossible d'y résister, et puis qu'elle est insurmontable. Et je peux vous parler d'expérience que dans la plupart des cas ou des contrats qu'on a analysés aujourd'hui, c'est que souvent, oui, peut-être, on est dans des situations où la cause, elle est indépendante de la partie, où la cause, elle est irrésistible. Le coronavirus, c'est une situation de pandémie. C'est indépendant à notre volonté, c'est irrésistible, on n'y peut rien, mais ce n'est pas insurmontable. Et on a vu bien cela dans le cadre des relations de travail, que souvent l'exécution des obligations contractuelles était possible en prévoyant d'autres mécanismes tels que le télétravail. Donc, il faut savoir aussi que le législateur marocain, dans le cadre des mesures d'urgence qui ont été décrétées récemment, n'a pas traité de la situation de la force majeure, que la force majeure jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas été déclarée de façon officielle par les autorités gouvernementales. Que en France, si je ne m'abuse, il y a une jurisprudence qui a intervenu le 12 mars en se prononçant sur le Covid-19 et sur le caractère du Covid-19 comme cas de force majeure, et ça a été écarté. Le Covid-19 en soi, c'est pas un cas de force majeure. Aujourd'hui, comme je l'ai souligné dans le cadre des différentes interventions que j'ai eues ou articles que j'ai écrits à l'occasion du Covid-19, on agit de façon prudente. À chaque fois qu'on avance une disposition légale ou on fait une interprétation d'une situation, on essaye de le faire avec vigilance et prudence parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui se bousculent et qui interviennent. Et juste avant le lancement de ce webinaire, il y a une circulaire du ministère des Finances qui vient de sortir, qui vient de tomber. Elle est intervenue
vers 15 heures. Et c'est une circulaire qui est adressée par le ministre des Finances aux directeurs généraux des établissements publics et qui concerne les mesures d'assouplissement de l'exécution des marchés publics. Pourquoi je mentionne cette circulaire? Parce que c'est la première fois dans un écrit officiel émanant d'une autorité gouvernementale où on fait référence à la notion de force majeure. Mais il faut être extrêmement prudent et ne pas sauter sur l'occasion. Cette force majeure, elle ne concerne que les marchés publics et cette force majeure qui est mentionnée dans le cadre de la rubrique 4 de cette circulaire-là, elle donne la possibilité, je dis bien, elle donne la possibilité aux directeurs des entreprises ou des établissements publics dont les engagements risquent d'affecter par cette situation de crise, d'utiliser ou d'avoir recours au délai légal prévu dans le cadre de la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Donc, c'est la première fois où on fait expressément référence à la force majeure. Cette force majeure ne concerne que les CCAG. Il faut savoir que pour les marchés publics, il y a un cadre contractuel qui est bien particulier. Ce sont généralement les CCAG et que dans ce cadre-là, ce n'est pas systématique. C'est une possibilité qui est accordée, qui peut être octroyée et c'est sur la demande du prestataire. Donc, cette parenthèse ouverte, je tiens à la refermer en faisant référence à cette nouvelle circulaire qui vient tout juste de tomber. Donc, pour revenir à notre cas de force majeure dans le cadre des relations contractuelles, je tiens à préciser qu'il faut faire preuve d'extrêmement de prudence pour déterminer est-ce que une entreprise donnée, est-ce qu'un professionnel donné est dans une situation de force majeure? Est-ce qu'il peut l'invoquer pour s'exonérer de son obligation, d'exécuter son obligation ou d'échapper au paiement des dommages intérêts ou de retard ou de bénéficier du mécanisme législatif prévu dans ces situations-là? Le résumé, c'est qu'il faut faire preuve de vigilance et il faut systématiquement procéder à une analyse in concreto, au cas par cas, qu'on ne peut généraliser, qu'il convient d'analyser en fonction des situations. Et dans ce cadre-là, il faut prendre en considération un certain nombre de mécanismes ou en tout cas avoir des réflexes, adopter un certain nombre de réflexes. Je dirais que le premier réflexe, c'est celui de se référer au contrat, de s'assurer que le contrat est silencieux ou que le contrat prévoit des stipulations particulières concernant la force majeure et auquel cas s'y rattacher. S'assurer, secondo, que tous les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis, à savoir qu'elle est indépendante, irrésistible et insurmontable. Et puis, si tel est le cas, toujours privilégier la voie de la négociation et de la communication. Il faudra informer l'autre partie au contrat qu'on est dans une situation de force majeure, faire preuve de bonne foi, aussi ménager sa preuve. Si on est dans un cas de force majeure, déterminer est-ce que on est dans un cadre d'inexécution temporaire qui va engendrer tout simplement un retard, et auquel cas donner un peu de visibilité et communiquer à l'autre partie quand est-ce qu'on compte reprendre la relation contractuelle ou si on est dans une situation d'impossibilité permanente. Mais en tout cas, toujours communiquer avec l'autre partie, privilégier la voie de la communication et de la négociation et puis garder présent à l'esprit que la force majeure, il faut la prouver. Ça veut dire que si on veut se prévaloir d'un cas de force majeure, il faut prouver la force majeure. Il faut apporter les aménagements contractuels nécessaires pour pouvoir être en mesure, en cas de contestation ou en cas de demande de paiement, de pénalité, de retard ou de dommages à intérêt, d'invoquer cette notion de force majeure et d'en apporter la preuve. Et aussi, ce que je recommanderais dans ce genre de situation, c'est toujours privilégier les modes alternatifs de différents, d'essayer de faire preuve d'ingéniosité en recourant à la médiation ou en prévoyant des clauses compromissoires ou même en rédigeant des compromis d'arbitrage, que cet arbitrage-là soit institutionnel ou ad hoc. Ceci est pour la boîte à outils concernant les contrats
qui existent déjà et pour lesquels on a fait face à des situations de crise. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'écran. Il y a un tableau dans lequel j'ai essayé de résumer les cas d'espèce pour essayer de trouver une solution à une situation. Donc, comme je l'ai dit, l'interprétation ou l'existence du cas de force majeure est une interprétation et une vérification qui est faite au cas par cas. Donc, il convient de prendre les 3 éléments constitutifs, l'indépendance, le caractère irrésistible et insurmontable, et l'analyser en fonction des situations. Est-ce que, par exemple, l'entreprise, elle est fermée à titre préventif suite à une décision du chef de l'entreprise? Ici, bien évidemment, le caractère indépendant ou irrésistible ou insurmontable ne se réunit pas. Donc, manifestement, on n'est pas en face d'une situation de force majeure. En revanche, si, par exemple, une entreprise, elle est fermée suite à une décision administrative qu'en droit, on appelle le fait du prince, sans faute préalable de l'entreprise, oui, on est devant une situation indépendante du chef d'entreprise qui est irrésistible par rapport à la volonté du chef d'entreprise, mais là, par rapport au caractère insurmontable, il convient de vérifier. Caractère insurmontable, je dirais oui et non, parce qu'une entreprise à fermer, elle peut continuer à fournir et à honorer ses obligations via le télétravail. Donc, c'est une interprétation in concreto qui doit être faite en fonction des cas, en fonction de la source de la décision. Est-ce qu'elle est extérieure à l'entreprise? En fonction aussi de la bonne foi du prestataire, est-ce que la partie, elle a effectué tout ce qu'elle pouvait effectuer comme démarche pour essayer de remédier à la situation. Donc, c'est une analyse, j'appelle encore une fois à la prudence dans l'analyse des situations ou dans le recours à la force majeure. J'ai fait exprès un petit peu de m'attarder sur la notion de force majeure parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la renégociation des contrats ou dans l'exécution de contrats, c'est une notion qui est systématiquement évoquée par les parties, qu'on essaye d'utiliser à toutes les sauces, alors que ce n'est pas le cas et il faut être extrêmement prudent, surtout après, Inch'Allah, la cessation de cette situation de crise et de pandémie, quand ça sera le moment de la reddition des comptes, quand des litiges verront le jour du fait de l'interprétation ou de l'exécution des contrats, à ce moment-là, il faudra procéder à une analyse circonscriptée des situations et on va voir que les praticiens du droit, notamment les magistrats et les arbitres, devront faire preuve d'ingéniosité pour essayer de faire une interprétation la plus juste et équitable de la situation de la force majeure et de voir est-ce qu'elle se vérifie ou pas. Donc, il faut toujours s'inscrire dans cette perspective-là en faisant les vérifications nécessaires et en prenant les précautions nécessaires et en ménageant sa preuve. Ceci est pour la rubrique qui concerne les contrats commerciaux qui existent déjà, pour lesquels on a eu des difficultés d'exécution. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit, il y a toute une catégorie de contrats qui ont vu le jour, qui sont conclus du fait, pas du fait, mais pendant cette pandémie, parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que la vie continue, parce que certains business florissent pendant cette période-là et parce que il faut continuer à produire des prestations de services. Et dans ce cadre-là, je pense que le coronavirus, en tout cas, il faut toujours essayer de voir le côté positif des choses. Parmi les effets positifs du coronavirus, c'est qu'il a permis de lancer une réflexion beaucoup plus sérieuse par rapport à l'utilisation des nouvelles technologies. Donc, la crise du Covid-19 et les mesures de distanciation sociale qui l'ont accompagné ont inéluctablement conduit à une augmentation de l'utilisation des modes alternatifs pour négocier et conclure des contrats, tels que les visioconférences, les courriers électroniques et la signature électronique. Nous le voyons bien qu'aujourd'hui, nous sommes présents tous ensemble en utilisant les nouvelles technologies de l'information dans le cadre de ce webinaire. Donc oui, effectivement, le Covid-19 a été un accélérateur pour le développement de tout ce qui est utilisation de technologies pour essayer de trouver des solutions. Trouver des solutions pour conclure les contrats, trouver des solutions pour travailler et exécuter ses obligations contractuelles, cela ne signifie pas de le faire
faire n'importe comment ou dans la précipitation. Il faut toujours veiller à la mise au point d'un contexte légal en le respectant et aussi à un contexte contractuel qui permet de réguler les relations commerciales dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, la législation marocaine n'est pas silencieuse et un texte qui a vu le jour il y a quelques années est utilisé aujourd'hui avec beaucoup plus de sérieux. Je fais notamment référence aux dispositions qui ont modifié encore une fois le DOC et celles qui concernent l'authentification des signatures dans le cadre de l'échange des données électroniques, notamment la loi 5305. Donc, le cadre légal existe au Maroc concernant la signature électronique, concernant l'échange électronique de données, mais encore une fois, il faut le faire avec précaution en veillant au respect de la transmission de données personnelles et au respect de la loi 0908, notamment quand ce transfert de données personnelles intervient via des personnes qui se situent à l'étranger. Donc, il faut puiser dans ce qui est prévu par le législateur, il faut prendre les précautions nécessaires parce que souvent, malheureusement, dans ce genre de situation de crise, ça donne lieu à de la précipitation malheureusement qui peut donner lieu à des conséquences juridiques néfastes par la suite et qui peuvent conduire à l'engagement de la responsabilité des parties à un contrat. Dans ce contexte-là, les éléments de réponse qui peuvent être apportés rapidement, c'est d'abord de déposer sa signature auprès de Barid El Maghreb et de bénéficier de sa signature électronique, de son authentification via les clés avec des degrés d'authentification différents. D'adapter aussi ces techniques contractuelles de négociation en fonction de la situation actuelle et de veiller à ce que l'échange de données soit un échange qui est fait via des serveurs, via des plateformes qui offre un degré de sécurité satisfaisant. Aussi, de ne pas négliger tout le volet inhérent au respect des données personnelles, parce que à chaque fois qu'on a cette discussion-là qui concerne le développement de l'intelligence artificielle, le développement des outils de l'information, il faut toujours garder présent à l'esprit ce volet de protection de données personnelles qu'on a tendance aujourd'hui à négliger parce qu'on se retrouve dans des situations d'urgence. Il ne faut pas négliger ce volet-là, il faut toujours veiller au respect du cadre légal appliqué en la matière, notamment en faisant les déclarations nécessaires ou en obtenant les autorisations. Donc, en tout état de cause, je tiens à rappeler un élément essentiel, que on s'inscrit dans le cadre de relations contractuelles, commerciale. En matière commerciale, le principe est le principe de la liberté de la preuve, que les parties peuvent moduler leurs relations contractuelles à leur guise, dans la mesure où elles prennent les précautions nécessaires pour bien rédiger les contrats, pour donner une expression saine et claire de leur volonté contractuelle. Mais en tout état de cause, il faut toujours respecter l'arsenal législatif, quid à remédier par la suite, parce que pour un certain nombre de contrats pour lesquels un formalisme particulier est requis ou où l'écrit authentique est requis, il faut veiller à son respect et ne pas négliger cet arsenal législatif, parce que la deuxième conséquence qu'on a souvent rencontré dans le cadre de la négociation, l'interprétation des relations commerciales, c'est que les gens aujourd'hui, ils agissent dans la précipitation, ils ont tendance à penser que, vu la situation de crise, toutes les solutions sont possible ou envisageable, alors que ce n'est pas le cas et qu'il faut plus que jamais doubler de vigilance, prendre les précautions nécessaires pour essayer d'adopter la démarche contractuelle, la démarche légale, la démarche la plus saine qui permettrait aux parties de protéger leurs intérêts par la suite quand viendra le moment de la reddition des comptes. Donc, si je peux résumer un petit peu ce qu'on a dit, c'est que aujourd'hui le Covid-19, c'est une circonstance qui est exceptionnelle,
C'est une circonstance sans précédent et que personnellement, d'un point de vue juridique, c'est la première fois au cours de ma carrière qu'on fait face à des situations où on peut dire oui, véritablement, on est devant une situation de force majeure où le fait de prince peut s'avérer. Mais c'est une situation qui ne rend pas systématiquement impossible l'exécution d'une obligation contractuelle. Ça peut rendre l'exécution d'une obligation contractuelle plus onéreuse, plus difficile, mais pas systématiquement impossible. Que dans ce cadre-là, soit on a un contrat qui a été bien rédigé à la base, dans lequel on a des stipulations dans lesquelles on peut trouver des solutions, soit on va revenir un petit peu aux dispositions du droit commun, essayer de puiser dans les termes du DOC en utilisant la théorie de l'imprévision ou même en essayant de se prévaloir de la force majeure. Mais dans tous les cas de cause, la meilleure approche est l'approche consensuelle. On est dans un contexte où c'est la volonté des parties qui a forgé une relation contractuelle. Ce que cette volonté a fait peut le défaire et peut le modifier, comme je l'ai dit. Donc la meilleure approche, c'est d'essayer de renégocier, de trouver des solutions, de communiquer et surtout d'agir de bonne foi parce que souvent, on obtient des résultats beaucoup plus satisfaisants. Si, à défaut, on ne peut pas y arriver, il faut être prévoyant en insérant des clauses d'arbitrage, de médiation, en précisant le droit applicable, les juridictions compétentes en la matière. Quand on est dans une situation où on veut se prévaloir de la force majeure, il faut être suffisamment vigilant pour vérifier d'abord, de prime abord, est-ce que les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis? Est-ce que je peux me prévaloir de la force majeure? Et puis, il faut veiller à prouver cette force majeure de façon à s'en prévaloir par la suite pour essayer de sortir d'une relation contractuelle ou d'échapper au paiement des dommages et intérêts. Et puis, et surtout, il faut toujours, malgré la situation de crise, veiller au respect du formalisme requis. Le formalisme requis dans le cadre de la renégociation, prévoyant des avenants, en exprimant de façon claire la volonté des parties ou dans le cadre de la conclusion de nouveaux contrats, en utilisant les moyens qui nous sont offerts pour l'authentification, les moyens technologiques nouveaux de redatage. Et je pense que dans ce genre de crise, je pense que le Covid-19 va être aussi, encore une fois, l'opportunité d'avoir recours à des technologies nouvelles, d'authentification, non seulement via Barid Maghreb et la signature électronique, mais notamment via des technologies autres telles que la blockchain. Je pense que ce Covid-19 est une opportunité pour tout ce qui est nouvelles technologies qui permet un petit peu de réaliser un déclic au niveau de notre façon de procéder, de travailler, de privilégier certains modes opératoires qui jusqu'à aujourd'hui ont été occultés. Mais le plus important dans ce genre de situation, c'est de garder son calme, de faire une analyse pertinente de la situation de façon à utiliser la boîte à outils dont on dispose, les moyens du bord dont on dispose de la façon la plus juste possible, de la façon qui nous permettrait de protéger nos intérêts. Parce que je l'espère, et je pense que vous l'espérez aussi, que cette pandémie, que cette situation de confinement, que cette situation de crise ne va pas trop tarder, que tôt ou tard, elle verra le jour et que à ce moment-là, nous allons procéder à tête reposée à l'analyse de toutes les actions qu'on a entreprises pendant ce mois, ces semaines, pour en déterminer les conséquences juridiques et que quand ça sera le moment de la reddition du compte, que ça sera généré, ça va se matérialiser par un bousculement devant les juridictions marocaines ou devant les tribunaux arbitraux, il faut être certain d'avoir pris les bonnes décisions sans précipitation, qu'on a pris en considération d'adopter les meilleures approches contractuelles en respectant le cadre législatif existant et pour veiller à une bonne application du droit et à une protection des intérêts commerciaux dans le respect des intérêts des uns et des autres.
J'espère, j'ai essayé un petit peu de faire le tour des questions. Je pense qu'on peut ouvrir un petit peu le débat pour répondre aux questions qui ont été posées par les uns et par les autres au cours de ce webinaire. Merci beaucoup, Maître Roudan, pour ces explications très claires. On a eu beaucoup de questions. Alors, je vais en prendre quelques-unes. Est-ce que une situation de crise sanitaire comme celle-ci peut constituer une cause de suspension d'un contrat commercial conclu entre entreprises privées? Et quid des obligations qui auraient été réalisées avant la survenance de cette situation? Merci beaucoup, Angélique. C'est vrai que ce coronavirus, ou en tout cas les conséquences juridiques du Covid-19 sur les relations contractuelles peuvent se manifester de façon différente. Ça peut se manifester tout simplement par une cessation d'exécution ou par une difficulté d'exécuter et du coup une suspension des relations contractuelles. Le plus important, comme je l'ai dit, c'est toujours de procéder à une analyse in concreto en vérifiant les différents éléments du cas particulier devant lequel on se trouve, la nature du contrat, est-ce un contrat synalmatique, est-ce que c'est un contrat à exécution successive, quelle est la nature des obligations mises à la charge de chacune des parties, est-ce que les parties ont essayé d'exécuter de bonne foi, est-ce qu'elles ont tenté de renégocier leurs relations contractuelles de façon à y apporter des solutions concrètes. Donc, une réponse ne peut être donnée de façon générale, il faut toujours procéder à une analyse concrète au cas par cas pour essayer de donner la réponse juridique la plus exacte, la plus précise, qui veillerait à la protection des intérêts des uns et des autres. D'accord. Alors, on a une autre question sur le fondement juridique de l'imprévision. Cette imprévision est-elle prévue par le DOC ? Effectivement, l'imprévision est une notion qui est prévue par les législateurs marocains. Et comme je l'ai dit, le législateur marocain, à l'image du législateur français, il s'est toujours exprimé en maxime générale, en instaurant le cadre légal, en mettant les conditions générales qui permettraient de se prévaloir d'une situation donnée. L'imprévision n'est pas la force majeure. L'imprévision, c'est une situation qu'on ne pouvait pas prévoir, mais qui ne rendrait pas l'obligation impossible d'être exécutée, mais elle la rendrait plus onéreuse ou plus difficile. Donc, l'équilibre contractuel dans ce genre de situation peut se retrouver rompu et du coup, ça pourrait donner la possibilité à la renégociation de la relation contractuelle pour essayer de trouver une situation, une solution à la situation. Mais en tout cas, comme je l'ai dit et comme je l'ai précisé à plusieurs reprises, la meilleure approche dans ce genre de situation, c'est de se rapprocher de son partenaire commercial, de son co-contractant, de son créancier pour essayer de négocier et de trouver une solution à la situation. D'accord. Et cette négociation, est-ce qu'elle peut porter sur la clause du contrat qui prévoit des dommages et intérêts en cas d'inexécution ? Effectivement, la négociation des parties, elle peut porter sur l'ensemble des stipulations contractuelles parce que là, on s'inscrit dans le cadre du principe de l'autonomie et de la volonté. Cette autonomie des parties, elle a permis un jour J de donner lieu à la conclusion d'une relation contractuelle qui a été matérialisée sur une forme X ou Y. Aujourd'hui, du fait du Covid-19, on se retrouve dans une situation d'imprévision ou de force majeure ou en tout cas une situation où il est difficile d'honorer ses engagements. Cela nous donne le pouvoir, nous, parties au contrat, de nous rapprocher, d'essayer de négocier les termes de ce contrat, soit dans leur globalité ou en tout cas en se contentant de réviser les stipulations contractuelles qui poseraient problème. Il peut s'agir des délais d'exécution, il peut s'agir des délais de paiement, mais il peut aussi s'agir des pénalités de retard ou des dommages à intérêt. Donc, la meilleure approche, c'est cette approche consensuelle où on va négocier les termes du contrat et l'autonomie des parties, elle peut toucher à toutes les rubriques, à toutes les stipulations contractuelles. D'accord. Alors, une question pratique, doit-on établir un avenant au contrat pour prévoir de reporter les échéances échues durant la période de pandémie, ou bien une simple demande de la part d'une des parties au contrat suffit-elle ? Ok. Dans ce cadre-là, je vais
parler et me limiter aux relations contractuelles. On est entre partenaires commerciaux. Je vais pas prévoir la possibilité qui a été donnée par les autorités gouvernementales pour la renégociation, pour le report de paiement des échéances concernant les contrats de crédit, etc. C'est un cadre législatif à part auquel le gouvernement ou les autorités gouvernementales ont apporté des solutions pratiques. Dans le cadre d'une relation contractuelle, quand on a apporté des aménagements dans ce cadre-là de Covid-19 où on a une situation de crise, il ne faut pas agir dans la précipitation, comme je l'ai dit. Ça veut dire, on ne va pas se contenter d'une visioconférence ou d'un appel téléphonique ou d'un échange WhatsApp dans lequel on va dire, bah, écoutez, aujourd'hui, on a des difficultés, est-ce qu'on peut bénéficier d'un report? L'autre partie, elle me dit oui. Oui, techniquement, il y a un échange de consentement et un contrat, il est formé. Mais à chaque fois que je suis sollicitée par mes clients, le conseil systématique est c'est vrai qu'on est dans une situation d'urgence, il y a nécessité d'agir rapidement, mais il faut quand même prendre le temps de bien rédiger un avenant au contrat en mettant noir sur blanc les obligations de chacune des parties. Il faut que cette nouvelle manifestation de la volonté des parties, cet accord-là auquel les parties sont parvenues soit matérialisé. Parce qu'aujourd'hui, on a une vision, on a une interprétation et cette interprétation est une question de perspective. Chacune des parties, elle a sa perception. Mais supposons dans un mois, dans 2 mois, dans un an, il y a un conflit ou une difficulté d'interprétation. Il faudra revenir à un contexte contractuel. Et c'est là où la rédaction de cet avenant-là va s'avérer utile parce qu'on aura un document contractuel auquel on pourra faire référence, duquel on peut se faire évaloir et qui servira de base en cas de difficulté à un tribunal étatique, à des magistrats ou à des arbitres comme base pour pouvoir interpréter la volonté des parties et éventuellement trancher par ce genre de situation. Donc la réponse, je recommande vivement la rédaction d'un avenant à un contrat. Je vous remercie. Alors, on va prendre 2 dernières questions. Peut-on demander la réduction ou l'annulation du loyer pendant cette période s'agissant d'un bail commercial? Alors, je souris un petit peu parce que c'est une question qui est systématiquement revenue et qui m'a été posée à plusieurs reprises. De prime abord, non. De prime abord, non. Ce n'est pas possible parce qu'on est dans le cadre d'une relation synallagmatique. Dans cette relation, chacune des parties, elle a une obligation qui est mise à sa charge. Le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un local, supposons que c'est un local commercial, et le locataire, il a l'obligation de payer le loyer. Aussi longtemps que le locataire jouit paisiblement du local mis à sa disposition par le bailleur, il a l'obligation d'honorer son obligation qui est celle du paiement du loyer. Aujourd'hui, du fait du Covid-19, il se retrouve dans l'impossibilité ou il proclame être dans l'impossibilité du paiement des loyers. Dans ce cadre-là, premier réflexe, c'est revenir au contrat, voir ce que le contrat de bail prévoit. Peut-être que dans le contrat de bail, les parties ont été suffisamment vigilantes au moment de la rédaction, en prévoyant des difficultés d'exécution, ou en tout cas, elles ont mis en place un cadre légal bien précis concernant l'interprétation de la force majeure. On est dans l'hypothèse où on écarte cette hypothèse-là où le contrat a été bien rédigé et dans lequel on a prévu ce genre de situation. Là, on revient au droit commun. J'estime que je suis dans l'impossibilité de payer mon loyer. Il faudra que j'apporte la preuve que je suis dans un cas de force majeure. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est imprévisible, irrésistible et indépendant de ma volonté et il faudra que je le prouve. Soit mon bailleur va être clément et va vouloir accéder à ma demande en rédigeant un avenant ou en m'accordant des facilités par rapport de mon loyer, soit au moment où mon bailleur exigera par voie judiciaire le paiement de mon bail, de mon loyer, je devrais être en mesure de prouver que j'étais dans l'impossibilité du fait d'un cas de force majeure. Mais pour répondre, non, ça ne donne pas systématiquement droit à un locataire au non-paiement de ses loyers. Très bien. Et enfin, donc l'annonce d'un ministre dans le cadre d'une circulaire est-elle suffisante pour prouver un cas de force majeure? Peut-on se prévaloir d'une annonce par une circulaire?
La circulaire à laquelle j'ai fait référence, c'est un courrier interne qui a été adressé par le ministre des Finances aux directeurs généraux et directeurs de directoire des entreprises et des établissements publics, dans laquelle il a annoncé un certain nombre de mesures visant l'assouplissement de la réalisation des marchés publics. Et quand on revient au texte de cette circulaire, dans laquelle on annonce je la qualifierais même pas de circulaire, dans lequel peut-être que c'est beaucoup plus un courrier interne, dans lequel on annonce la notion de force majeure, on va voir que le ministre, il va avec beaucoup de précautions et on procède encore une fois à une analyse factuelle, in concreto, de chaque situation au cas par cas. Ça veut dire, on dit, si on est dans une situation où on risquerait, où les parties pourraient se prévaloir, elles pourraient demander. Donc, c'est au cas par cas. Donc, est-ce qu'une circulaire pourrait constituer une base pour dire que c'est un cas de force majeure de prime abord? Non. C'est le législateur, c'est la loi qui a cette faculté-là. Mais aujourd'hui, on se trouve dans un cas exceptionnel. C'est un cas où on a déclaré l'état d'urgence sanitaire. Cette déclaration d'état d'urgence sanitaire a été faite via le décret-loi le 24 mars. Et parmi les prérogatives qui ont été données dans ce cadre-là, c'est des prérogatives exceptionnelles, exorbitantes un petit peu du droit commun pendant une période déterminée. C'est la période de l'état d'urgence sanitaire où les autorités ou les administrations auraient la possibilité quelque part de légiférer et de prendre des mesures qui seraient d'application. Donc, il faut attendre cette circulaire et une fois que cette circulaire intervient, il faudra la replacer dans son contexte pour déterminer est-ce qu'on est devant un cas de déclaration officielle et formelle de force majeure ou il ne s'agit que des recommandations faites par une administration donnée pour interpréter une situation donnée. Bah, écoutez, merci Maître Roudan pour toutes ces précisions et on comprend que la communication et le rapprochement entre les parties à un contrat est fondamental dans ce genre de situation. Un enregistrement de ce webinaire est d'ores et déjà disponible sur le site de Connexion. Donc merci beaucoup Maître Roudan d'avoir accepté notre invitation et je vous donne rendez-vous dès jeudi 2 avril à 16 h sur ce même site avec Marc Veuillot qui nous parlera de l'impact de l'épidémie de Covid-19 en matière de fiscalité. Merci et excellente après-midi à tous. Merci à vous pour cette initiative et pour cette opportunité et merci à tous ceux qui nous ont suivis.